Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Emmanuel Babeau. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directeur général délégué de Schneider Electric. Vous avez de quoi avoir la banane, le sourire, parce que vous venez dans votre besace avec beaucoup de bonnes nouvelles. En ce moment, sur le CAC 40, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles. Vous avez vu Atos, Bouygues, Michelin, des avertissements chez pas mal de grands acteurs. Là, vos publications, elles sont saluées par les investisseurs. Plus forte hausse du CAC 40 aujourd'hui, plus 7% au moment où on se parle à la mi-journée. Détendu, satisfait. Oui, toujours avec un peu de recul de toute façon, David, sur la réaction des marchés sur une On performance. boude pas son plaisir. Attendez. Non, mais absolument. Et donc quand ça monte, c'est super et on est très heureux. Il faut se garder des excès d'indignité ou des excès d'honneur. Donc voilà, c'est une bonne journée. Je pense que ça corrige probablement une baisse qui avait été trop marquée. Et je crois que ça souligne un très bon troisième trimestre, mais on va en parler. Alors justement, ce que je retiens, mais sauf si j'oublie des choses, chiffre d'affaires en hausse de 8% sur le troisième trimestre, dont 7,2%, c'est À important. données comparables. Voilà, Absolument. et voilà, ça c'est important. Et puis surtout, vous relevez une nouvelle fois, j'ai envie de dire, parce que c'était le cas déjà en juillet, Oui, tout à fait. les objectifs sur 2018, le chiffre d'affaires, l'EBITDA, donc en gros le résultat d'exploitation pour le commun des mortels. Est-ce qu'on peut dire, alors j'ai essayé de gratter, de trouver des clignotants qui sont un peu dans l'orange, globalement quand même, quasiment tous sont dans le vert. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, et donc voilà, Non, c'est aujourd'hui, vrai, c'est mais la vous réalité. avez absolument raison. C'est une croissance qui est très homogène, à la fois entre nos deux grandes activités, la gestion de l'énergie et les automatismes industriels, et par zone géographique. Alors l'Europe est un peu en retrait, hein, on croît de 3%, mais en Asie-Pacifique, on croît de 11%, en Amérique du Nord, on croît de 9%. Donc on est globalement sur un environnement qui reste bien orienté, et dans cet environnement bien orienté, on gagne des parts de marché, on fait mieux que les concurrents, mais on va j'espère pouvoir en parler. Donc, gain de part de marché sur des marchés qui sont en croissance, avec toujours l'idée que ce sont les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord et l'Asie qui tirent vraiment la croissance du groupe. Oui, ce sont des marchés de plus forte croissance. La locomotive, c'est là. L'Europe a un potentiel de croissance, on le sait tous, qui est moindre aujourd'hui. Il y a des tas de freins au développement. Et c'est clairement aujourd'hui, à la fois en Amérique du Nord et probablement encore plus en Asie-Pacifique, que les perspectives de croissance sont les plus favorables et que, on va dire, les investissements sur nos métiers sont les plus importants. Mais encore une fois, la Chine, oui, il y a plein de grands groupes, de grandes multinationales qui attendaient en Chine. On voit notamment des grands groupes américains qui l'ont dit ces dernières heures. En Chine, on sent le ralentissement. Vous voyez rien sur le marché chinois? Ça croît toujours à deux chiffres? Ou Oui. quand même, on sent que ça croît à un chiffre et demi, mais Non, ça croît toujours à deux chiffres. On est à plus de 10% de croissance sur le troisième trimestre. On était en croissance de plus de 20% au début de l'année. Donc, on peut parler d'un ralentissement. Mais on est toujours sur des croissances qui sont très spectaculaires. Je pense que la Chine reste un pays de très forte croissance. Il y a beaucoup de parties de l'économie chinoise qui sont en forte croissance. Il y a des ralentissements qui apparaissent, qui étaient attendus. Certains d'entre eux sont probablement liés à ce qui est en train de se passer entre les États-Unis et la Chine. Ouais. Et donc, c'est intéressant, encore une fois, sur la Chine, quand on passe de 20% de croissance en quelques trimestres à 10% de croissance, on est toujours content parce qu'on se dit, voilà, ça reste à deux chiffres, mais si on prolonge le trait, on va vers quoi? Non, on a toujours su que Parce que la bourse, vous savez, les marchés, on regarde bien devant, sûr, on salue aujourd'hui, on a bien sûr, produit 7% de hausse, mais on se bien sûr, projette et déjà. ce sont les questions qui nous sont posées. On a dit, quand on croissait de 20%, que ça n'était pas du tout la croissance sous-jacente et normale du marché. Donc il y avait des effets qui permettaient cette croissance explosive sur un trimestre, mais ce n'est pas la tendance de fond. La Chine est un marché de croissance et va le rester. On sait que c'est une économie qui peut avoir des accélérations en fonction de la construction pour nous, en fonction des investissements dans l'industrie. Aujourd'hui, on voit une persistance, une croissance très soutenue dans tout ce qui est infrastructure, dans de nombreux pans de l'industrie et même sur de nombreux aspects de la construction. Donc c'est un marché qui, même s'il n'est plus aussi puissamment en croissance qu'en début d'année, reste très bien orienté. Avec une dérivée seconde qui s'annule, pardon, encore une fois, enfin, ça croît moins vite. Oui, bien sûr, ça croît moins vite. C'est intéressant. Mais on croit encore à plus de 10%, donc ça reste un très beau marché. Les points à surveiller, vous l'évoquiez, Emmanuel Babeau, il y a effectivement la trade war, la guerre commerciale. Les facteurs qui pourraient gêner, encore une fois, sur les prochains trimestres, c'est quoi? C'est ça, il y a les hausses de coûts d'approvisionnement, les matières premières, sachant que pour les matières premières, il y a un double effet chez vous, c'est à la fois du business pour vos clients, parce que vous serez là en disant, bah voilà, nous on est là pour gérer votre efficacité énergétique, donc quelque part c'est du business en plus, mais en même temps c'est des coûts qui augmentent. C'est ça le point, le clignotant l'orange, c'est la guerre commerciale. Vous l'avez mesuré, l'impact que ça a? Oui, absolument. C'est 20 millions pour nous sur 2018. J'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. Et ça pourrait ajouter 50 millions l'année prochaine, mais comme on va réagir, ce ne sera pas 50 millions d'effets supplémentaires. Je pense que ça
quand même a deux impacts. Un, ça ralentit un certain nombre d'activités en Chine tournées vers l'export et tournées vers les États-Unis. Vous avez des usines, j'ai le chiffre quelque part, 26. 26 usines en Chine, 43 sur le sol américain, en Amérique du Nord. Donc pourquoi vous êtes aussi peu impacté, hein? Mais parce que nous Même sommes, si 50 millions d'euros, ça se trouve parce que pas, David, nous sommes globalement local, c'est-à-dire que tout le monde voit Schneider comme un groupe très installé en Chine, nous le sommes, mais notre objectif est d'être dans chaque pays, dans chaque grande zone économique, on va dire, avec une réelle autonomie de cette zone, à la fois en termes de production, de recherche et développement, et bien sûr de moyens commerciaux. Et donc ça veut dire que nous n'avons pas une telle dépendance dans des jeux géopolitiques entre les zones. Et c'est pas le fruit du hasard, c'était une stratégie. C'est une stratégie, de se dire, bien entendu. Non, mais vous avez vu venir l'histoire de la guerre commerciale. Non, c'est parce que vous vous êtes dit dès le départ, non, il faut se rapprocher la production de la consommation et des ventes. C'est une raison, bien sûr. Ça permet de gérer les effets de vie, ça permet d'être plus rapide, plus efficace sur la supply chain. Mais je crois qu'on a vu depuis très longtemps que dans le monde actuel, si vous voulez réussir, si vous voulez être un grand acteur en Chine, en Inde, en Amérique, en Russie, vous devez être un grand acteur local. Et être un grand acteur local, ça veut dire produire, ça veut dire faire de la recherche, et ça veut dire bien sûr avoir des équipes importantes sur le terrain. Ouais. Donc sur taxe douanière, 20 millions d'euros, ça vous coûte 20 millions d'euros sur 2018. Voilà, et 50 c'est un risque maximum, 50 millions sur supplémentaire l'année prochaine. Et ça sera moins si nous réagissons, parce que ça, c'est à isoflux, si je puis dire, mais dès que nous changerons nos flux… Isoflux, j'aime bien ça, voilà. Isoflux. Dès qu'on changera nos flux et qu'on aura moins de flux entre la Chine et les États-Unis, nous allons réduire le montant de cette taxe. Et si ça allait plus loin, la guerre commerciale? On verra. Encore une fois, je pense que vous l'avez dit, nous sommes très autonomes par grande zone économique. Maintenant, c'est guerre commerciale, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'environnement absolument formidable dans lequel nous étions il y a 6 mois, où tout était rose. L'environnement est toujours favorable, mais il y a des points de difficulté, d'incertitude, de volatilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors, à part la guerre commerciale et ses effets, encore une fois, sur ces surtaxes douanières, maximum 50 millions d'euros en 2019? Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? On regarde quoi? On regarde les jeux des devises, avec beaucoup de volatilité, des devises de pays émergents. Renault a été pénalisé, il y a quelques pressions, avec justement un effet change négatif. Tous les groupes internationaux le sont. Je n'ai pas les chiffres pour le coup. Nous, ça va être, sur l'ensemble de l'année, ça va être près de 1,1 milliard de chiffre d'affaires en moins lié à la dévaluation des devises par rapport à l'euro. Ah ouais. Vous voyez que nous sommes impactés. Ah non, mais c'est violent. Mais c'est très important, bien sûr. Et les effets change, c'est colossal. Sur un chiffre d'affaires de 25 milliards environ. Hein. Voilà. Oui, voilà, ça, il faut le rapporter. Et pour les prochains trimestres, ça joue vraiment parce qu'on a vu l'euro pour le coup se déprécier? Oui, on verra, mais effectivement, il y a des tendances contrastées, il y a des devises émergentes qui continuent de se déprécier, mais le dollar est en train de se renforcer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Donc le pire est peut-être derrière en matière d'effet de change? On verra pour l'année prochaine, effectivement, mais tout n'est pas négatif. Donc il y a les évolutions de devises, il y a la hausse des taux aux États-Unis. Comment ça vous impacte, ça, la hausse des taux aux États-Unis? Ça ne nous impacte pas directement. Voilà, il peut y avoir deux impacts. Est-ce qu'à terme, on a là un ferment de ralentissement de l'économie américaine à un horizon de 12-18 mois? Vous ne sentez pas poindre ce ralentissement? Pas du tout. On a un dynamisme incroyable, mais c'est la question traditionnellement que les macroéconomistes poseront. Deuxième question qui nous est posée, c'est quel est l'impact pour les marchés émergents? Et est-ce que les marchés émergents deviennent plus faibles parce que des capitaux se retirent et vont se placer. C'est ce qu'on a vu de manière à peu près discriminée jusqu'à présent. C'est vrai, David, mais nous, on voit des marchés émergents qui restent très dynamiques, notamment parce que le prix de l'énergie a monté et beaucoup de leur économie dépend du prix de l'énergie ou d'autres matières premières dont les cours se tiennent aussi beaucoup mieux qu'il y a 12-24 mois. Un petit mot sur, encore une fois, l'effet dual, on va dire, du pétrole sur l'activité de Schneider. Ça augmente vos coûts d'achat, vos coûts d'approvisionnement, mais en même temps, quand vous allez voir les clients en disant justement l'énergie ça coûte cher, avec nous vous serez meilleur dans la gestion de votre efficacité énergétique, c'est ça, et de la facture derrière. Vous le résumez mieux que moi, David. Le premier impact, il est négatif, vous avez raison, nos coûts de transport, des coûts de matière augmentent, mais l'impact global, il est très positif pour nous. D'abord pour la raison que vous évoquez, on peut aller voir nos clients en disant l'enjeu d'efficacité énergétique, il est encore plus important. Et donc ça se traduit par encore plus d'investissements sur l'efficacité énergétique. Et puis nous sommes très exposés aussi au secteur oil and gas, gazier pétrolier. Et donc, quand le prix de l'énergie augmente, les investissements reprennent, ce qui est très favorable pour nous aussi. Combien le surcoût en matière d'approvisionnement? Puisque vous avez chiffré, guerre commerciale, on a dit 50 millions maximum pour 2019. On a dit l'euro, les effets change, c'est sur chiffre d'affaires 1 milliard de moins sur l'ensemble de l'année, la hausse des matières premières, et ça inclut très largement le prix de l'énergie, c'est environ 200 millions d'euros de coûts supplémentaires pour le groupe en 2018. Donc on regarde ça. Là voilà. C'est pas l'épaisseur du trait. Non, c'est pas totalement. Et qu'est-ce qu'on fait donc pour pallier à ça? On revoit on fait pression sur les fournisseurs.
on travaille sur l'efficacité et puis on augmente les prix. On est dans un environnement où il y a plus d'inflation et dans un environnement où il y a plus d'inflation. Et pas Schneider, comme diraient les anciens. Ça, c'est le baron en pain, Schneider. Schneider, aujourd'hui, et bien hier, aujourd'hui, demain, a les moyens, encore une fois, de répercuter à ce pricing power, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Quand vous avez vos clients, vous dites voilà, on a augmenté les tarifs de temps, oui, ça passe. Il s'agit de suivre l'inflation globalement dans un pays. Il ne s'agit pas non plus de dire je vais passer 2 fois l'inflation, mais le seul fait de pouvoir suivre l'inflation, plus ou moins. C'est déjà un tour de force. Non, mais c'est déjà ce qui nous permet de compenser de manière efficace l'inflation. Cut the crap, comme diraient les anglo-saxons. Question très précise. 2017, j'ai retrouvé les chiffres. Bénéfice record, 2,15 milliards d'euros, hausse de 23%, je parle sur votre contrôle. Ouais, absolument. On dit quoi sur on va tout dévoiler évidemment, c'est une évidence, mais sur 2018, on se dit que assurément ce sera plus que ce chiffre-là. Alors on verra parce qu'on ne donne pas d'indication sur l'atterrissage. Ce que je peux dire, c'est que nous fera mieux, oui ou non? Je ne donne pas d'indication sur le résultat. Mais en revanche, David, ce que nous avons dit très clairement, c'est que nous avons une forte ambition de croissance sur ce que certains appelleraient le résultat opérationnel, ce qu'on appelle l'adjusted EBIT. À données comparables, on veut croître entre 8 et 9. C'est la révision à la hausse qu'on a eue ce matin. On était entre 7 et 9 et on est passé entre 8 et 9. Donc on a une ambition de progression. Et cette progression, elle va bien sûr se répercuter sur l'ensemble du compte de résultat. Parce qu'il y avait une hausse à 2 chiffres du résultat net sur 2017. Je me disais, est-ce qu'on aura encore une hausse? A priori, on est déjà fin octobre. Sur le résultat opérationnel, on est 8 à 9. On verra comment tout ça se termine sur le résultat net. Allez, on va se projeter un petit peu. 2019, c'est après-demain. Ouais. On ne vous a pas entendu, j'ai regardé un petit peu tout ce qui a été dit à Reuters et à l'AFP. Pas encore, c'est trop tôt pour donner un signal. Je vous écoute, avec l'environnement va bien, les États-Unis, la Chine et tout. Trop tôt pour envoyer un message. Vous êtes prudent, vous êtes quoi? Vous êtes confiant, serein sur 2019? C'est trop tôt et on le fera comme toujours en février 2019. Mais ce qu'on a dit quand même très clairement ce matin, c'est qu'on a inscrit des dynamiques et des visions qui vont au-delà du 4e trimestre. On a dit 4e trimestre et les mois qui suivent. Et donc on a confirmé qu'on voyait un environnement qui reste bien orienté. Tous les PMI, certains ralentissent, c'est vrai, pas tous d'ailleurs. Ce dernier sorti aux États-Unis pour le mois d'octobre a l'air de montrer plutôt une nouvelle accélération. En zone euro, on a eu les indices d'activité en zone euro et de climat des affaires qui laissent poindre un ralentissement au 4e trimestre en zone euro. Oui, ralentissement de la croissance. Ralentissement de la croissance. Au lieu de 0,4, il y aurait 0,3. Mais... D'accord, donc voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans aujourd'hui du tout une dynamique qui nous montrerait qu'on va vers une récession, mais pas du tout. On est dans un environnement qui reste bien orienté, je le redis. Et donc notre vision, c'est que le 4e trimestre et les mois qui vont suivre vont se dérouler dans un environnement où il reste beaucoup de moteurs de croissance très puissants allumés et qui nous permettent d'être positifs. Donc confiant, serein pour 2019. Sur les mois qui viennent, on verra sur l'ensemble de 2019, quand on verra ça début. Certains diront qu'on a le sentiment, donner le sentiment peut-être de naviguer un peu à vue. J'en fais la partie, évidemment, mais parce que pas du tout. Parce que vu l'euphorie, encore une fois, liée aux résultats, encore une fois, on a eu beaucoup d'avertissements, de groupes du CAC 40. Là, on a un groupe qui relève en 3 mois une deuxième fois, et qui là, pour le coup, 2019, c'est après-demain. Vous pouvez me dire, je suis serein, non, je suis raisonnablement optimiste. Je pense que ce qu'on dit, c'est que carrément sur les premiers mois de l'année, nous sommes aujourd'hui optimistes et on voit un environnement qui est favorable. C'est bien le sens de tout ce que nous avons dit. Je crois que je veux m'inscrire un peu en contraste avec le sentiment que certains ont en regardant les marchés financiers, qui dans certaines dimensions sommes pricés, peut-être même une récession, et ce que nous voyons sur le terrain qui est très éloigné de ça. Donc les marchés sont déconnectés. En même temps, les marchés sont chers. Enfin, les marchés ont beaucoup monté sur 10 ans. Il y a eu 10... Mais c'est intéressant d'ailleurs. En tant que directeur général délégué de Schneider, comment vous êtes en poste depuis... vous en avez vu d'autres? Ça fait 10 ans maintenant que je suis... Donc voilà, vous avez vu la crise de 2008. Ça vous inspire quoi, ces marchés agités, corrections vous en avez vu d'autres, c'est ça? Par rapport à 2008, c'est que dalle. Alors ça, c'est sûr. Ça invite à prendre beaucoup de recul. Et encore une fois, ne pas tomber dans l'euphorie quand... parce que l'échange évolue favorablement ou tout d'un coup il semble qu'il y ait des perspectives qui s'améliorent ici ou là, votre action gagne 10% et vous ne le voyez pas nécessairement dans vos sous-jacents et la façon dont vous voyez l'économie progresser. Aujourd'hui, je pense que sur les marchés, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train de voir juste un ajustement lié à des valorisations excessives? C'est probablement sain. Ou est-ce qu'on est là très au-delà et on est dans un marché qui anticipe une détérioration très importante de l'économie mondiale que vous ne voyez pas avec votre lorgnette? Que nous ne voyons pas aujourd'hui.
Alors, c'est un peu mieux qu'une lorgnette parce Non, qu'on est mais quand même présent. non, lorgnette en termes d'activité. Oui. Il y a les semi-conducteurs, il y a les voitures, il y a lorgnette. Non, bien c'est sûr. pas... Mais on a une présence quand même qui est très globale, donc ça nous Ouais. permet quand même d'avoir une vision assez globale de l'économie. Et donc, encore une fois, on ne s'inscrit pas dans cette dynamique négative qui dirait on va vers une Donc récession. cette peur des marchés pour vous est infondée quand vous, qui êtes présent, et vous avez raison de le rappeler, en Asie, en Europe, etc., vous voyez, il y a une déconnexion. Encore une fois, il y a une déconnexion. S'il s'agit de corriger parce que les gens considèrent que les valorisations étaient excessives, et elles l'ont probablement été dans un certain nombre de secteurs, on peut comprendre le mouvement. S'il s'agit de dire il faut maintenant mettre les valeurs à des niveaux correspondant à un changement brutal sur l'économie menant vers une récession, honnêtement, aucun indicateur avancé ne le dit aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et puis ceux qui disent oh là là, c'est le début de la panique, j'ai envie de dire, vous et moi on en a vu d'autres quand même. Non oui, mais la panique fait le sel des marchés boursiers, si je puis dire. C'est-à-dire que l'euphorie et la panique sont des sœurs jumelles. Hein. Ouais. Et je pense que, voilà, à la fois dans un cas et dans l'autre, il faut garder du recul. C'est vrai que ça fait maintenant 15 ans que je suis directeur financier d'un groupe du CAC 40. Je commence à avoir vu des variations de marché importantes à la hausse et à la baisse. Et bien plus importantes que ce qu'on vit aujourd'hui. Et bien plus importantes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, je prends un peu de recul par rapport à tout ça. Ouais. Et en même temps, c'est pas un peu ralent, c'est pas un peu agaçant de voir que l'action perd 12% sur un mois, même si elle reprend. Alors maintenant, elle doit perdre 10 puisqu'on est à plus 7 aujourd'hui. Ouais. Mais relever 2 fois d'affilée, oui, voilà, il y a un ces objectifs et finalement voir si une action qui baisse comme ça. David, si on considère que son cours de bourse est son carnet de notes et qu'on a un mauvais carnet de notes qui n'est pas justifié, c'est frustrant. Si mais on considère... c'est pas un indicateur que vous ne regardez pas quand même. Mais bien sûr, je le regarde. Alors pas forcément tous les jours, mais je le regarde. Pas tous les jours? Non, pas tous les jours, mais je le regarde. Tous les 2 jours? Oui, je regarde probablement régulièrement. En tout cas, à chaque fois qu'il y a des variations importantes, j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'il y a un travail à faire sur soi-même pour prendre un peu de recul et essayer de travailler sur les fondamentaux de la société plutôt que de rester obsédé par ce que le cours de bourse fait. Donc vous n'êtes pas obsédé par le cours de bourse en même temps. Certains disent, alors je ne suis pas un expert en termes de valorisation, mais quand on regarde la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA, l'entreprise c'est capi boursière plus dette, si je ne me trompe pas, c'est lui le directeur financier, c'est pas moi. Absolument. Hein. Divisé par l'EBITDA, donc résultat opérationnel pour faire simple. Vous êtes, il y a quelques semaines, j'ai vu que vous étiez autour de 8. Oui. Et donc certains disent effectivement c'est pas cher. Schneider n'est pas à son prix. Non, on est sur des multiples de valorisation qui sont bas. Après, je ne me prononce jamais sur la valorisation que les intervenants de marché font sur l'action. Mais objectivement, on est historiquement sur des multiples de valorisation qui sont bas. C'est-à-dire qu'on est... Donc Schneider n'est pas à son prix. Et Schneider n'est pas correctement valorisé par les investisseurs. C'est la conclusion en bonne et due forme, dit de manière très simple. Hein. Je vous laisse faire la conclusion, parce que les investisseurs se déterminent sur les multiples en fonction d'un environnement qu'ils perçoivent, et donc sur des perspectives, d'où ma question sur mais est-ce que les perspectives aujourd'hui sont si négatives? Nous ne le pensons pas. Ouais. C'est intéressant parce que dans les annonces du jour, dans la besace d'Emmanuel Babeau, il y avait aussi les share buyback, en français rachat d'actions. Vous êtes en avance de 6 mois sur ce programme 2018, quasiment 1 milliard d'euros, c'est ça 1 milliard d'euros, oui, qu'on devait faire jusqu'à l'été 2019 et on indiquait ce matin qu'on pourrait terminer dès décembre 2018. Très bonne nouvelle, évidemment, on applaudit, mais sur 2019, oui. Pourquoi c'est trop tôt pour s'engager? J'ai vu ça, à Reuters a dit ça ce matin. Oui, parce c'est trop tôt pour s'engager sur 2000. Mais le cours baisse, c'est maintenant qu'il faut acheter, il faut être pragmatique. Mais c'est bien pour ça. C'est une opportunité. C'est bien pour ça que nous accélérons sur 2018 et qu'on s'est donné cette possibilité. Le débat sera ouvert pour 2019. Soyons clairs, le rachat d'actions, ce n'est pas de la stratégie, c'est un excellent moyen de mettre dans votre bilan le niveau de dette que vous jugez le plus favorable pour votre société et vos actionnaires. Bon, voilà. On aurait dû commencer par ça et je m'en veux un peu, mais c'est vrai que pour ceux qui ont vécu dans un bunker pendant plusieurs décennies, Schneider, c'est plus. Non, mais c'est vrai, c'est plus la prise de courant, c'est plus. Voilà, mais pardon, mais pour beaucoup de gens, je pense que ça reste encore du matériel, de l'équipement. On en fait encore. Hein. Électrique, on en fait encore, mais c'est voilà, et c'est intéressant parce que c'est une façon de parler de la digitalisation, encore une fois, de votre process de production, et de voir qu'en fait, aujourd'hui, une machine intelligente, un bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui consomme moins. Et c'est ça que vous vendez. Vous vendez le hardware, quelque part, le matériel en tant que tel, et le service qui va derrière, à savoir comment justement alléger la facture. Et le software, David. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits que vous décrivez, le matériel dont vous parlez, le hardware, il est devenu intelligent. Il est connecté, il est digital, il est capable de produire de l'information, il est connecté, il l'envoie
à des softwares, à des capacités analytiques qui vont être capables d'utiliser cette information pour créer de la valeur pour nos clients en ayant un bâtiment plus efficace, une machine plus efficace. Pour derrière alléger la facture. Et bien sûr, pour faire de la productivité et alléger la facture, baisser les coûts. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça le métier de Schneider. Fondamentalement, c'est ça notre métier, absolument. Donc nous sommes le champion mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et nous permettons à nos clients d'être au sommet de leur efficacité. Et donc vous vendez le package quelque part, le hardware, le software. C'est une de nos grandes forces. Quand vous regardez nos résultats, on fait mieux que nos concurrents, on gagne des parts de marché. Il y a un de nos concurrents qui annonce aujourd'hui et qui, lui, a un cours de bourse qui évolue, voilà, qui a un cours de bourse qui évolue un peu différemment du nôtre. Ouais. Nous, on pense qu'on a aujourd'hui une approche qui permet, en mettant les technologies ensemble, d'apporter une valeur supplémentaire à nos clients. Et c'est un point de différence. Ouais. Et donc en fait c'est ça. Enfin, et donc quelque part toute la digitalisation du groupe est tournée vers ça, vers cette satisfaction de l'efficacité énergétique de vos clients. C'est ça derrière. Hein. Oui. Et la marge est plus élevée dans quoi d'ailleurs la marge? Dans le hardware ou dans le software ou les deux en général? Ce sont des marges favorables dans tous les cas. Non mais les marges sur software sont plus élevées bien sûr au total. Avec ce risque derrière que ce qu'on voit sortir là. Tous ces équipements deviennent des consommables et que finalement tout aille sur l'après et pas le… Ou non, ça restera… ou le… Non, parce que comme je l'ai dit, l'objet devient intelligent et il est extrêmement important d'avoir le meilleur objet intelligent, à la fois parce que l'objet va produire de l'information et qu'après, vous allez lui demander de réaliser un certain nombre de tâches aussi. Ouais. Donc vous êtes sur toute la chaîne de valeur, c'est intéressant. Oui, exactement. Bon, un mot sinon, parce que c'est intéressant, il y a eu cette grosse acquisition au mois de mai en Inde, Larsen & Toubro, pour un peu moins de… Alors, elle n'est pas conclue encore, David. C'est pas encore conclu? Non, nous sommes encore dans la phase avec les autorités de concurrence qui revoient l'opération. Bien sûr. Alors, il y a cet objectif, en tout cas, de racheter, sous réserve d'avoir tous les accords des autorités, j'aurais dû effectivement être plus précis. Oui. Et donc, ce qui fait de l'Inde le troisième plus gros marché en termes de revenus. Amérique du Nord, Asie, à égalité, je me trompe peut-être, Inde et France. Absolument. 10% de vos ventes. Cette opération conclue, l'Inde serait de la même taille que la France. Mais je crois que c'est le sens de l'histoire. Oui, quand on voit les PIB, effectivement. Voilà. Non, mais c'est intéressant. La question, évidemment, derrière, il doit me voir venir. Vous êtes à la file des opportunités. Non, mais des marchés qui baissent. Et quand on a un cours de bourse qui baisse moins que ses petits copains, plutôt rivaux plus que copains, est-ce qu'on est à l'affût? J'imagine que oui. Chez Schneider Electric, on est à l'affût, encore une fois. Il y a des dossiers que vous regardez tout le temps, tout l'écosystème, vous devez regarder, vous devez le screener, j'imagine. Mais il y a des trucs dans le pipe. La priorité, étant donné le potentiel du portefeuille que nous avons assemblé, elle est vraiment de se concentrer sur la croissance interne, organique. Et on voit d'ailleurs que… Donc pas d'acquisition majeure dans les prochains mois. Donc clairement, la priorité n'est pas aux acquisitions, mais à la croissance organique. Sur 2019 ? Dans l'horizon qu'on peut avoir. Je n'ai pas d'autres feuilles de route à donner aujourd'hui que celle-là. Pas d'acquisition majeure en 2019. On est focalisé sur la croissance organique comme la priorité. Bon, c'était un jour agréable pour vous recevoir. On se serait parlé en 2011, en 2012, peut-être que… Ça aurait pu être différent. En étant plus agité, mais voilà, aujourd'hui, c'est la plus forte hausse du CAC 40, 7%. Et aujourd'hui, on avait donc Emmanuel Babeau, directeur général délégué de Schneider Electric à la banane. Et il y a de quoi. Merci beaucoup. Merci David.